La doctrine Monroe définit la politique étrangère des États-Unis dès 1823 et demeure une référence de la politique états-unienne. Elle tire son nom du 5e président des États-Unis, James Monroe. Elle pourrait se résumer ainsi. Les États-Unis d'Amérique ne se mêlent pas des affaires de l'Europe, du monde, à deux exceptions. D'abord, ce qui concerne le continent américain. Ensuite, ce qui touche directement aux intérêts états-uniens. Ils défendent leurs intérêts où qu'ils soient menacés. Cette formulation synthétique est l'aboutissement d'un long processus historique qui va être développé ici. Depuis 1945, les États-Unis sont vus comme une puissance qui veut être le gendarme du monde. Une idée ni vraie ni fausse, mais il faut la préciser. Si les circonstances l'ont parfois mis dans ce rôle, l'isolationnisme reste très fort. Rappelons que l'isolationnisme, c'est une position de politique internationale dictée par une volonté d'isolement, pour se concentrer sur les éléments de politique intérieure. Quelques exemples. D'abord avec le président Wilson en 1918, qui souhaite la création d'une organisation mondiale entre États. C'est la Société des Nations. Mais les États-Unis n'y adhéreront jamais. Un autre exemple, plus récent, en 2024, Donald Trump, qui demande que l'Europe gère seule sa défense. Trump est isolationniste. Alors, d'où vient la doctrine Monroe et comment a-t-elle traversé le temps? Il faut se rappeler 2-3 choses concernant les États-Unis. D'abord, ils sont nés fin XVIIIe siècle d'une révolte de colons contre leur métropole, à savoir l'Angleterre. On disait d'ailleurs à l'époque les patriotes. Les Américains se sont libérés de l'Angleterre par la guerre. Ils sont donc par essence anticolonialistes et anti-monarchistes. Or, les colonies européennes en Amérique du Nord sont nombreuses au XIXe siècle, comme les conflits. La France possède la Louisiane, l'Espagne la Floride et le Mexique, et l'Angleterre le Canada. Lors d'une énième guerre, le président Monroe énonce plusieurs principes en 1823. D'abord que l'Amérique n'est plus ouverte à la colonisation. Il demande aux Européens de rentrer chez eux. Il qualifie toute ingérence en Amérique de menace contre la paix. En échange, les États-Unis s'engagent à ne pas se mêler des affaires européennes. Bien qu'anticolonialistes, les États-Unis mènent parallèlement une politique de conquête par différents moyens, qui ne sont pas du colonialisme. D'abord par la guerre, comme lors de la conquête de l'Ouest contre les Indiens. Ils défendent leurs terres, mais ils sont vus comme des sauvages. Ou alors en rachetant des terres, la Louisiane, la Floride ou l'Alaska. Enfin, en accueillant de nouveaux États comme le Texas. Cette politique de conquête, qui n'est pas du colonialisme, trouve sa justification dans une expression, la destinée manifeste. Regardons plus précisément en quoi elle consiste, cette destinée. En 1845, un politicien et journaliste new-yorkais évoque pour la première fois l'idée que les États-Unis ont une destinée divine à accomplir. C'est la destinée manifeste. Il croit être un peuple élu qui réalise la volonté divine. Rappelons que les premiers colons anglais d'Amérique sont des calvinistes mus par une volonté divine. La société américaine est très croyante et persuadée d'avoir un rôle divin à jouer. On le voit par exemple sur leur monnaie, où se trouve l'inscription « En Dieu nous croyons ». Le président Polk reprend en décembre 1845 la destinée manifeste et préconise une conquête jusqu'à l'océan Pacifique, ce qui correspond au principe de la Bible. La conquête de l'Ouest, qui pousse peu à peu la frontière, réalise cette volonté divine.
Durant la décennie 1840, les États-Unis voient leur territoire s'agrandir de 60%, donnant à cette destinée manifeste une réalité que certains pensent incontestable. Au bénéfice d'un afflux constant de migrants et d'un territoire en croissance, les États-Unis multiplient les interventions dans ce qu'ils considèrent comme leur sphère d'influence, le continent américain. D'abord, on trouve des interventions dans la mer des Caraïbes, à Cuba, à Haïti, en République dominicaine, à Porto Rico, mais également au Nicaragua et au Panama. Il n'y a pas que les Caraïbes, l'océan Pacifique doit également être sous contrôle. Ce sont les interventions à Hawaï et dans les Philippines. L'équilibre entre interventionnisme et colonialisme est étroit. Rappelons que les États-Unis deviennent une puissance industrielle au XIXe siècle, affaiblie par une guerre civile particulièrement meurtrière entre 1860 et 1865. En 1904, le président Theodore Roosevelt complète la doctrine Monroe d'un devoir d'intervention dans le cas d'intérêts menacés. En fait, les États-Unis viennent d'intervenir au Panama. Ils ont repris à leur compte la concession du futur canal à l'entreprise privée qui la détenait et soutenu l'indépendance du Panama contre la Colombie. Dès lors, le Panama devient protectorat américain et les États-Unis contrôlent le canal ouvert en 1914. C'est le président Roosevelt qui initie l'idée que les États-Unis se placent en gendarmes, sans oublier qu'ils ne le font qu'en suivant leurs intérêts. En 1914, le déclenchement d'une guerre en Europe laisse les États-Unis froids. Et c'est bien normal, puisque cette guerre paraît lointaine. Un conflit entre empires qui ne les concerne pas, ça c'est la position de 1914. La guerre totale sous-marine menée par l'Allemagne, qui affecte le commerce états-unien en coulant de nombreux navires, précipite les États-Unis dans la guerre. Ça, c'est en 1917. Les États-Unis déclarent la guerre en avril 1917, mais sans armée apte au combat. La former et la transporter prend près d'une année. En janvier 1918, le président Wilson rend public les objectifs de guerre. La liberté de commerce, le démembrement des empires centraux, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la création d'une société internationale. Sa population ne le suivra pas, il va perdre les élections après-guerre et Wilson disparaîtra avec ses grandes idées internationalistes. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, est créée en 1919. Jamais les États-Unis n'y entreront, préférant revenir à un isolationnisme complet. Rebelote en 1939. Les États-Unis ne se sentent pas concernés par le conflit qui se déclenche en Europe. Ce n'est que suite à l'attaque de Pearl Harbor par le Japon en décembre 1941 qu'ils entrent en guerre. Pour eux, ce conflit se déroule principalement dans le Pacifique. Ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne parce qu'ils ont déclaré la guerre au Japon en 1941. La mise au point de l'arme atomique par les États-Unis en 1945, à la fin de la guerre, leur confère un rôle nouveau. Ils sont la première puissance économique, la première puissance militaire, et ils ont perdu relativement peu d'hommes pendant le conflit. Persuadés en 1945 d'avoir anéanti toute menace, les États-Unis divisent leurs forces armées par 10 et envoient au rebut l'essentiel de leur arsenal. Au début de la guerre froide, en 1947, les États-Unis complètent la doctrine Monroe avec celle de l'endiguement. La peur revient et ils se réarment. Le président Truman déclare qu'il faut construire des digues contre le communisme, partout où il progresse. Dans les décennies suivantes, les États-Unis interviennent dans de nombreux pays sud-américains pour contrer le communisme ne tolérant aucune émergence de cette idéologie sur le continent.
C'est par exemple les interventions à Cuba en 1961, au Chili en 1973, le soutien au coup d'État, mais également au Guatemala, au Nicaragua, à la Grenade, etc., etc. Sans oublier le soutien apporté à de nombreuses dictatures dans la région. Dans bien des cas, ces interventions violent la démocratie, les indépendances de ces États et les principes même habituellement soutenus par les États-Unis. Et maintenant, première économie du monde, les États-Unis sont dépendants de l'extérieur, mais naturellement peu enclins à se soumettre à d'autres. L'isolationnisme américain a une longue histoire qui s'est souvent retrouvée en confrontation avec le principe de réalité. Les États-Unis, par exemple, restent en dehors de nombreuses constructions internationales. L'exemple le plus frappant, c'est la Cour pénale internationale. En réalité, pour les Américains, il est inconcevable qu'un de leurs citoyens soit mis en cause par la CPI. En 2018, le président Trump est sorti de traité de désarmement, ce qui a plutôt bénéficié à la Russie. Sauf que désormais, les États-Unis n'ont plus leur position ultra-dominante dans de nombreux domaines. Leur isolationnisme résonne différemment qu'au début du XXe siècle. Reste à en observer les réelles conséquences.